De l'océan Atlantique à la mer Rouge, s'étend le plus vaste désert de la planète. 8 millions de kilomètres carrés de rochers arides et de dunes de sable galbées par les vents. Un seul fleuve, le plus long de la Terre, traverse dans sa partie la plus orientale ces immensités qui n'ont pas toujours été désertiques. Mais l'inexorable pression du désert a lentement fait fuir les hommes qui se sont réfugiés au bord du Nil, la dernière oasis possible. Craint et respecté, le fleuve a attiré et généré les plus fantastiques civilisations hydrauliques de notre monde. L'eau du Nil a plus que jamais été source de vie et d'histoire. Avec pour guide les nomades du Soudan dont les ancêtres ont dû abandonner les chevaux pour d'autres vaisseaux mieux adaptés aux conditions extrêmes, Nicolas Hulot et Ushuaïa Nature vont remonter loin dans le temps en suivant le cours du Nil. Quand on réalise la superficie du Soudan qui fait plus de 8% du continent africain, ça en fait le plus grand pays d'Afrique, c'est là qu'on se rend compte de l'importance de l'ignorance à l'égard de ce pays dont je rappelle qu'il est bordé par 9 frontières. Ce sont des frontières qui ont été héritées du colonialisme britannique, et comme c'était souvent le cas à l'époque, des frontières tracées à l'emporte-pièce et qui de fait ont placé arbitrairement sous une même autorité une multitude d'ethnies et de peuples. Et ce découpage inique fait que, notamment depuis l'indépendance en 1956, le Soudan stagne dans des conflits incessant d'ordre religieux, géographique et économique. Et cette immense misère et détresse et ces tragédies à répétition que subissent encore aujourd'hui des millions de Soudanais, on ne pouvait pas l'occulter ce soir, c'est une réalité qui se devait d'être rappelée, bien que l'objet de notre présence sur ce sol, c'est une histoire beaucoup plus ancienne, celle des premières grandes civilisations africaines, des premières grandes nations, les civilisations nubiennes, ou que les archéologues et les historiens appellent aussi la civilisation couchite. Bonsoir, Ushuaïa Nature, sur les chemins de Nubie, la grande Nubie, à la rencontre de quelques-unes des plus belles empreintes de ces
grands royaumes qui ont longtemps inquiété l'Égypte des pharaons, parfois même dominé pendant une courte période, mais c'est l'époque, la fameuse époque des pharaons noirs, la dynastie des pharaons noirs, la 25e du nom. Cette civilisation nubienne qui traitait d'égal à égal avec les Romains et qui a été évoquée très tôt par les historiens grecs, dont Hérodote. C'est dire si l'on mesure aujourd'hui que le Soudan fut un incroyable creuset de civilisation et donc de fait a un potentiel archéologique et historique exceptionnel dont on commence à peine à faire parler les vestiges ou les empreintes que l'on découvre en permanence. Voilà, on va ensemble remonter le temps et commencer donc ce voyage à la rencontre des civilisations nubiennes. Dans la plus longue oasis du monde, de monumentales civilisations sont nées puis se sont éteintes en laissant d'extraordinaires vestiges. Nicolas Hulot, en compagnie de l'archéologue française Nassera Zaïd, remonte le Nil soudanais. Ils vont suivre un temps ce long trait d'union entre l'Afrique noire, berceau de l'humanité, et le bassin méditerranéen, origine de nos plus grandes civilisations. Si l'Égypte a longtemps monopolisé l'intérêt des scientifiques avec ses incontestables trésors archéologiques, le Soudan et la Nubie commencent peu à peu à laisser entrevoir un passé au moins aussi fabuleux. En Nubie, le 25 avril 1821, Frédéric Caillot, intrépide explorateur français, redécouvre la vaste nécropole royale d'une cité en ruine, cernée de poussière et de sable, les vestiges de Méroé. Difficile d'imaginer qu'il y a un peu plus de 2000 ans, ce cimetière des derniers plus grands rois nubiens était un pôle de verdure et de prospérité. Frédéric Caillot et sa caravane s'étaient risqués dans la haute vallée du Nil, au-delà de la 5e cataracte, sans trop savoir ce qu'ils allaient trouver. Jamais sa joie ne fut plus extrême et plus vive qu'en découvrant les sommets de ces pyramides étincelant sous les rayons du soleil. De retour en France, il fait part de sa découverte à Champollion et lui suggère d'aller fouiller cette nécropole royale. Champollion meurt en 1832 sans atteindre Méroé et les dernières pyramides construites en Afrique. Pendant environ 3 siècles, avant et après la naissance du Christ, les hommes ont vécu ici comme les Égyptiens vivaient à Thèbes ou à Memphis, situés plus de 2000 km en aval sur le Nil. À Méroé et dans ses proches environs, quelques 200 pyramides ont été recensées. Toutes sont en parfaite harmonie avec les crêtes des montagnes noires alentours. Regarde. Ça vaut quand même le déplacement. Faut même réaliser à quel endroit on est. Là, on voit qu'il y en a qui sont très bien conservés. Méroé résonne comme une espèce de légende. Ce nom de cette nécropole, de l'ultime capitale de cette incroyable civilisation couchite ou civilisation nubienne, capitale un peu énigmatique comme ça, qui traînait dans des textes très anciens sans savoir si tout ça appartenait ou pas
à la réalité ou à la légende, l'ultime splendeur des dynasties nubiennes, curieusement épargnées par la noria du temps, un peu affectées par l'érosion du sable et du vent qui souffle en permanence ici. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que ce qui a probablement le plus altéré Méroé, c'est quand on les a redécouvertes au début du 19e siècle, alors les pillages successifs ont commencé. Ouais. Alors que pendant des siècles et des siècles, les dunes et le désert les en avaient largement protégés. C'est vrai que ce qui est mouvant ici, je trouve, c'est qu'on est devant les dernières pyramides construites en Afrique. Ce type de sépulture a été abandonné en Égypte il y a plus de 1000 ans. Et là, on se retrouve devant un modèle qui est un peu différent, hein, ça c'est sûr, mais plus modeste en taille, mais plus nombreuse. Voilà, la quantité de monuments est beaucoup plus importante qu'en Égypte, donc c'est assez impressionnant, même si l'architecture des bâtiments est différente. Mais on est dans la symbolique pharaonique qui s'exprime de manière très très forte ici. On est vraiment dans une nécropole royale, une des nécropoles. Les sépultures n'étaient pas toujours aussi fastueuses et prestigieuses pour le commun des mortels à l'époque. Pas du tout. Seuls les rois ou les reines y avaient droit. Et à la mort du roi, eh bien, on avait à peu près 1 an pour édifier cette sépulture. Pendant ce temps, voilà. On participait à la désignation du successeur. Du successeur. On a du mal à imaginer à quoi ça pouvait ressembler exactement à l'époque, parce que là, il y a l'usure du temps. Ces pyramides étaient enduites et c'était un enduit coloré très fort. Et puis les pylônes donc, qui marquaient l'entrée de la sépulture et les chapelles d'offrande étaient entièrement décorées. Le défunt choisissait l'emplacement de sa tombe, mais ce n'est pas lui qui construisait la pyramide. Elle était composée en fait de chambres funéraires qui étaient creusées à environ 8-10 mètres sous le sol, à laquelle on accédait par un escalier. Et une fois que la cérémonie d'ensevelissement était réalisée, on bouchait cet escalier, parce qu'il ne fallait pas déranger le défunt qui était passé dans l'au-delà. Et donc, l'année qui suivait son enterrement, on construisait la pyramide. Ce qui est assez troublant aussi ici, c'est que même s'ils se sont détachés des Égyptiens, ils conservent les traditions. C'est-à-dire que là, dans ces nécropoles, les rois, en tout cas, et les reines, vont garder les rites funéraires de l'Égypte. Et ça démontre tout de suite que la culture nubienne, évidemment, s'est enrichie au fur et à mesure des colonisations réciproques, tout en conservant une forte puissance originale. Alors les Égyptiens et les Nubiens, en fait, toute cette histoire parallèle qui s'est étalée sur des millénaires, s'est fait à la fois dans cette convoitise et dans cette crainte. Et d'ailleurs, la Nubie s'est étendue, ou au contraire, s'est repliée en fonction du pouvoir égyptien ou éventuellement en fonction de leur propre pouvoir. En fait, si une nation s'enrichit, elle devient inquiétante pour le voisin. Donc les Égyptiens vont n'avoir de cesse que de vouloir pénétrer ce pays qui, en plus de cela, possédait des richesses naturelles incroyables et dont la principale était l'or. L'étymologie d'ailleurs du mot Nubie, ça vient de l'égyptien ancien Nub qui voulait dire or. Voilà. Et pour les Égyptiens, l'or, c'était la chair des dieux. La chair des dieux, et donc ils vont essayer d'avoir la main mise sur les minerais. Et ensuite, c'est que le Soudan antique représente une passerelle entre la Méditerranée et la Méditerranée. On allait chercher de l'ivoire, de l'encens, de l'ébène, des pots de félin, etc. Voilà, tout ce qui servait à l'orfèvrerie, la fabrication d'objets précieux que l'on va retrouver dans les tombes et dans les temples de l'Égypte pharaonique. Les sépultures des pharaons noirs de Méroé ont souffert des outrages du temps, mais plus encore des pilleurs de tombeaux, comme le docteur Ferlini. La plupart sont partiellement effondrés. Le site est en danger, les dunes envahissantes ont déjà recouvert de nombreuses chambres funéraires, désormais inaccessibles. Depuis plus de 40 ans, l'architecte allemand Frédéric Hinkel tente de redonner à la nécropole un peu de sa superbe passé.
Pour restaurer les monuments, il utilise les techniques de construction employées par les bâtisseurs du Méroïtique. Il a en effet eu la chance, au début de son travail à Méroé, de trouver au bas d'un mur les plans d'une pyramide gravée par l'un de ses collègues il y a 2 millénaires. Après les avoir longuement étudiés, il s'est mis au travail. Chaque fois, il rase le monument, non sans avoir au préalable soigneusement répertorié et photographié la position de chaque pierre, de chaque bas-relief. Puis il reconstruit à l'identique, en utilisant le chadouf, le même échafaudage en bois qu'utilisaient les Nubiens de l'époque. Dans les plans gravés découverts, l'architecte allemand a retrouvé le fameux nombre d'or qui confère aux pyramides de Méroé leurs proportions harmonieuses. Un rapport de 1,6 entre la hauteur et la longueur. Contrairement aux pyramides égyptiennes, ces monuments érigés à la gloire des pharaons noirs ne sont pas bâtis à l'intérieur, mais remplis d'un amas de gros cailloux. Seule l'enveloppe de la pyramide est composée de pierres soigneusement taillées. Ici, la chambre funéraire n'est pas à l'intérieur de l'édifice, mais sous celui-ci, creusé entre 6 et 10 mètres de profondeur. L'architecte passionné vérifie l'ajustement de chaque bloc découpé il y a plus de 20 siècles par les tailleurs de pierre. Il en connaît chaque marque imprimée par les scies métalliques employées à l'époque. Pour faire fondre le métal, que l'on trouve en abondance dans la région, les Nubiens coupaient les arbres et faisaient des feux d'enfer. Après avoir sauvé nombre de monuments menacés par la remontée du lac Nasser, Frédéric Hinkel a encore beaucoup à faire pour remettre en état cette immense nécropole. Nicolas quitte Méroé pour se rapprocher du grand fleuve. Depuis le ciel, il observe ce double ruban vert providentiel pressé par le désert. Si le Nil a fait l'Égypte, il a aussi fait la Nubie. Chaque année, ces crues déposent quelques 60 millions de tonnes de limon fertile. 6 cataractes barrent cette interminable autoroute liquide. Ces accidents naturels, en brisant la navigabilité du fleuve, ont agi comme autant de verrous géographiques, économiques et politiques. Ils ont souvent marqué l'expansion ou l'épanouissement d'une civilisation par rapport à une autre. Un jour, il y a eu moins de crues, moins de limons, donc moins de récoltes pour les populations, et le pouvoir des pharaons s'est bel et bien éteint. Malédiction divine ou caprice de la nature, des scientifiques pensent aujourd'hui que l'apparition du phénomène El Niño n'y serait pas étrangère. De plus, le barrage d'Assouan bloque les boues fertiles en provenance du Haut-Nil, obligeant désormais les paysans vivant en aval à fertiliser le sol avec des engrais chimiques.
Loin du grand fleuve nourricier, en plein cœur du Soudan, vivent les Nuba. Le cycle des saisons rythme la vie de ce peuple d'agriculteurs-éleveurs. La fin des moissons est l'occasion d'une grande fête où l'art corporel atteint son paroxysme. Les Nuba attachent beaucoup d'importance à ce qui plaît à l'œil. Les tracés, les motifs et les couleurs réalisés à partir de pigments naturels révèlent un sens très prononcé de l'esthétique. Ils doivent exalter la beauté et la puissance du corps, accentuer les muscles et les symétries naturelles. Les adolescents passent à la classe d'âge supérieur lors de la fête des récoltes. Ils se sont longuement préparés aux festivités et multiplient les rites initiatiques comme cette prière autour des épis de millet, de maïs ou de sorgho. Pris en tenaille entre le sud sous influence chrétienne et noire africaine et le nord du pays musulman, les Nuba sont restés animistes et attachés aux croyances ancestrales malgré les pressions énormes et près de 15 années de guerre dévastatrice. Isolés dans l'immense plaine de savane du centre-est du pays, au pied des monts Nuba, les villages de cases rondes comme celui de Chat Daman vivent de la culture des céréales et de l'élevage de quelques maigres troupeaux. Les Nuba possèdent notamment de remarquables connaissances sur les propriétés d'une quarantaine d'espèces de millet dont les lieux de culture et les époques de maturité diffèrent. Le bon rendement de leurs champs, malgré l'environnement géographique difficile, couvre non seulement leurs besoins mais permet de vendre le surplus des récoltes. Dessins, peintures et scarifications n'ont pas de signification vraiment formelle. Mais femmes et hommes sacrifient à ce culte de la beauté qui joue un rôle important dans leur système social. Chez les hommes, on ne se peint pratiquement plus le corps passé la trentaine parce que, disent-ils, il n'est plus assez beau pour être mis en relief. La lutte sportive joue aussi un grand rôle dans la vie des Nuba. La fin des moissons est l'occasion de perpétuer leur plus fameuse lutte traditionnelle, dite combat au bracelet. On vient parfois de loin, même de Khartoum, pour y participer et mesurer sa force et son habileté. Différents groupes ethniques, issus de plusieurs villages, convergent en direction d'un cirque entouré de collines noires, à proximité du village de Soubaï-Sibir. Les anciens ont déterminé les concurrents qui ne doivent avoir aucun lien de parenté entre eux et les combats commencent. Il n'y a pas si longtemps, chaque adversaire attachait solidement au pouce et au dos de la main la timbra, un bracelet en bronze à double tranchant. Une arme redoutable qui infligeait de sérieuses coupures aux protagonistes. Avant de mesurer leur force et leur adresse, les adolescents devaient se soumettre à plusieurs rites et se préparer physiquement et spirituellement à l'écart de leur village. La timbra, proprement dite, était obligatoirement précédée d'une course de fond
d'une quarantaine de kilomètres pour cultiver l'endurance. Réputés pour être parmi les hommes les plus robustes et les plus athlétiques de tout le continent africain, les Nuba ne considèrent pas ces luttes comme des échanges de coups brutaux et inamicaux. Ces combats ne sont pas non plus réservés à l'élite. C'est simplement pour eux un moyen de libérer une agressivité sous contrôle. Chaque individu masculin se défoule ainsi jusqu'à l'âge de 30 ans. En dehors de ces cérémonies traditionnelles, la violence est absente dans les communautés. La proclamation du vainqueur provoque la liesse chez les spectateurs. Mais le vaincu n'est pas oublié. Quant aux héros du jour, ils n'auront pour seule récompense que la considération et l'admiration des jeunes femmes cherchant mari. Pendant ce temps, au village de Koudjour, une délégation de patriarches dépose au pied d'un vieil arbre les différentes productions de millet. Chaque échantillon de grain sera goûté par le magicien, puis béni. Lorsque celui-ci sort de sa case, tout de rouge vêtu, son verdict tombe. Alors seulement la population a le droit de consommer la récolte. La tradition mise à mal pendant les longues années de guerre renaît lentement dans les populations et redonne un peu de son identité perdue à cette ethnie africaine remarquable. Mais la modernité frappe à la porte des villages et les Nuba commencent à quitter leurs collines sans grand espoir d'y revenir. L'histoire de la Nubie a toujours été très liée à celle de l'Égypte. Lorsque cette dernière était à son apogée, la Nubie était soumise. Un jour, les pouvoirs se sont inversés. À l'ombre du Djebel Barkal, étonnant relief tabulaire situé à 1,5 km du fleuve, s'est ainsi créé 900 ans avant notre ère le royaume nubien de Napata, prémisse d'une revanche des pharaons noirs sur l'empire égyptien, installé ici depuis 1700 ans. Nicolas Hulot et Nasser Azaïd sont au sommet plat et lisse du Djebel Barkal. 90 mètres plus bas, Claude Rilly, égyptologue et l'un des seuls spécialistes au monde à travailler sur l'écriture méroïtique, se fait hisser par un ingénieux système de poulies et de traction animale au sommet de l'aiguille rocheuse idolâtrée par les Égyptiens et les Nubiens. Je sais pas si tu as vu dans le ciel, mais il y a des vautours pernoctaires d'Égypte qui ne cessent de profiter des ascendances levées par ce relief étonnant au milieu de la platitude, le Djebel Barkal, qui est le seul point dominant à perte de vue et qui, de fait, s'est imposé comme un monument quasiment naturel, tant pour les Égyptiens que pour les Nubiens. Et quand les Égyptiens
l'ont vu pour la première fois, ils en ont conclu que le dieu Amon ne pouvait avoir sa résidence qu'à l'intérieur de la montagne. cette montagne est toujours la permanence du Nil, puisque c'est le dénominateur commun à l'ensemble des civilisations et des peuples qui se sont succédés, et encore aujourd'hui dans cette région aride et désertique. Et là, Napata, ou du moins ce que le temps a bien voulu épargner. Ouais, c'est vertigineux. Hein. Alors là, on est vraiment au-dessus des vestiges de la cité. On peut voir un bâtiment très important qui est un temple dédié au dieu Amon, justement, celui qui habite cette montagne sacrée. La construction a commencé sous un pharaon égyptien, celui qui justement a repoussé les frontières de l'empire pharaonique jusqu'à Napata. Et donc, comme il dédie sa victoire à Amon, il lui fait ériger un temple. Et donc là, on a l'empreinte de ce bâtiment prestigieux qui a été remanié à différentes périodes, puisqu'on verra que les pharaons noirs vont remanier, agrandir une série de temples, donc qui étaient construits tout autour de cette montagne. C'est dire le côté sacré que l'on donnait au dieu égyptien à Napata. Et ils sont tous orientés vers le Nil, puisque effectivement le Nil... C'est la clé de la vie. C'est la clé de la vie. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant ici, c'est que Égyptiens et Nubiens s'y sont succédés ou retrouvés d'ailleurs, dans des périodes plus ou moins troublées, mais que la constance, c'est que le Djebel Barkal restait effectivement la demeure du dieu Amon et que chacun a dédié des édifices ou des stèles au dieu Amon. Il faut voir quand même l'audace des Égyptiens pour célébrer le dieu Amon, c'est qu'ils ont été jusqu'à graver des hiéroglyphes que l'on a découverts il y a assez peu de temps. Oui. Là, non pas au flanc de cette montagne, mais du pic qui en est détaché et à 70 mètres de hauteur. Eh bien, le deuxième égyptologue à pouvoir les regarder en situation, c'est Claude Rilly qui est déjà en place. Tout à fait. Et évidemment qui a profité comme une aubaine des moyens d'Ushuaïa pour pouvoir aller les décrypter, sachant que chez les archéologues, chacun a sa spécialité. Ouais. Quelques-uns ont par exemple une période très précise, on ne déborde pas les uns sur les autres. Et lui, sa spécialité, c'est le langage hiéroglyphique. C'est un peu notre Champollion pour nous à Ushuaïa. Oui, tout à fait. À tout à l'heure, Nasser. À tout à l'heure. Bienvenue Nicolas. C'est le troisième homme à accéder en 2300 ans à cette inscription-là. Ouais. Ouais, moi je suis le deuxième. Ouais. Et avant nous, il y a eu un archéologue américain, Timothy Kendall. C'est lui qui est le premier à eu l'idée qu'il y avait des inscriptions effectivement ici. On les a bien vues un petit peu à la jumelle, mais c'était pas sûr quoi. Il fallait monter là-haut, mais monter là-haut c'est pas évident. T'as une idée de la manière dont ils ont procédé pour venir graver ça, parce que ça prend un certain temps quand même. On pense qu'ils sont donc, ils ont mis un échafaudage en enfonçant des rondins entre l'autre partie de ce pic, celle qui est de l'autre côté, et la falaise elle-même. Et ces rondins, ils les ont descendus avec un système de balancier. Évidemment, on peut se demander quel est l'intérêt de risquer de tant de vie humaine pour finalement graver juste des signes. Ouais, je serais pas étonné qu'il y en a 2-3 qui aient dévalé en bas parce que... Oui, bon, je pense aussi qu'il y a dû se passer, c'est ce qui a dû se passer. En fait, ce pic sur lequel nous sommes est considéré comme le cobra qui se trouve sur la tête des dieux, en particulier du roi des dieux, sur la tête des rois et sur la tête d'Amon. Lorsque les Égyptiens sont arrivés au XVe siècle avant Jésus-Christ, en anéantissant le royaume nubien précédent, ils ont cru clairement voir un serpent qui se dressait de la montagne avec sur sa tête la couronne des rois égyptiens. Ils ont donc décidé que l'endroit était sacré, que c'était l'endroit où habitait leur dieu dynastique, la résidence du dieu Amon. Le dieu Amon était censé habiter à l'intérieur du roc, du Djebel Barkal, et ceci c'était la manifestation extérieure de son pouvoir. D'accord. Alors évidemment, il y avait les pharaons d'Égypte étaient fils d'Amon, donc puisque Amon habitait en Nubie, la Nubie était à eux,
Donc c'est aussi une construction idéologique qui leur a permis d'asseoir leur pouvoir sur la Nubie pendant des centaines d'années. Puis après, lorsque les rois du Sud, les rois locaux sont devenus suffisamment puissants pour s'emparer des royaumes d'Égypte, ils ont très habilement retourné exactement l'idéologie. Puisque nous sommes nubiens et qu'Amon habite en Nubie, eh bien, il est normal que la Nubie gouverne l'Égypte. Donc ça, ce sont des hiéroglyphes pure souche. Oui, ce sont des hiéroglyphes égyptiens, hein, même si ceux-là sont un peu décadents. Hein. Ici, en fait, on a donc, à l'origine, on devait avoir 6 panneaux. D'accord. Mais comme tu vois, il y en a certains qui sont tombés véritablement en poudre. Et il nous reste 3 panneaux à peu près visibles. Ces deux-là ont été inscrits vers 680 au temps du pharaon Taharqa, qui était à la fois un roi nubien, mais qui était en même temps roi d'Égypte. C'est simplement des noms de rois ou c'est un vrai texte? Enfin, c'est un vrai texte. C'était un vrai texte. Comme tu vois, en plus, il était probablement couvert d'une feuille d'or. Tu vois probablement qu'il y a des trous. Oui. Hein. Les traces d'érosion les a agrandis, mais originellement, il y avait là des clous de bronze. Et si tu regardes bien, eh bien, on en voit quelques-uns. Il y en a un juste en face de toi, là. Est-ce que tu le vois? Dire, là Voilà. Oui, tu dois le sentir. Ça, c'est pas on dirait un clou moderne en fer, mais en fait, c'est du bronze très, très corrodé. Hein. Et là, ce clou de bronze, tu vois, il a plus de 2000 ans. Comme c'était exposé au sud, la feuille d'or, toute la journée, reflétait donc la gloire du pharaon. Les Nubiens ont repris les hiéroglyphes à leur compte en les enrichissant ou ils les ont conservés tels quels? Ils ont conservé tels quels. Les hiéroglyphes en égyptien, c'est les Medunetch, les paroles des dieux. Ils sont investis d'un pouvoir magique et on ne les change pas. C'est extrêmement conservateur. Hein, et normalement, ils y ont, un iota près, ils n'y ont pas touché, jusqu'au moment où, étant séparés de l'Égypte depuis trop longtemps, ils ont fini par ne plus vraiment bien les connaître. Pour eux, l'égyptien, c'est un peu comme pour nous au Moyen-Âge était le latin. C'est-à-dire tout ce qui était officiel était écrit en latin, mais ce n'était pas la langue du peuple. La langue du peuple, ici, c'était une autre langue, mais l'égyptien servait pour écrire les textes, puisqu'ils ne savaient pas écrire de toute façon leur propre langue. Alors là, il y a écrit quoi, par exemple? Alors là, on voit donc le nom de couronnement de Nastacène. Je vais te donner une petite leçon. Tu vois un cercle solaire qui est cassé en quelque sorte par la rainure. Hein. Ouais. En dessous, tu vois 2 bras levés de chaque côté. Et en bas, tu vois une petite croix avec une anse qu'on connaît bien en général, c'est le signe de la vie. Ouais. Hein. Donc ça va se lire Anr, Ka, Re. C'est-à-dire le Ka, c'est-à-dire l'âme. L'âme de Ré est vivante, que vive l'âme de Ré. Ré, c'est bien sûr ce dieu soleil qui nous tape sur le crâne, là. Là, il respecte son vœu, parce qu'il vit bien, là. Tout à fait, oui. Les hiéroglyphes égyptiens, dont les codes ont été cassés par Champollion en 1822, n'ont plus de secret pour Claude Rilly. Mais le vrai challenge de sa vie est de parvenir à comprendre l'écriture méroïtique très différente. S'il arrive à déchiffrer les caractères, il ne peut encore décrypter le sens des phrases, puisqu'il ne connaît pas l'origine de la langue. Avec l'aide de puissants ordinateurs, il ne désespère pas de pouvoir y parvenir. Peut-être ce faisceau de lumière réfléchi par ce miroir frappera-t-il un jour l'une des clés du code d'accès de cette grammaire inconnue. Alors, tu reconnais ici le dieu à tête de bélier, Amon-Napata. Et tu le vois peut-être à l'intérieur de quelque chose qui doit te rappeler ce que nous avons vu ensemble récemment. Là, on voit le serpent qui sort. Exactement. C'est le fameux cobra sur lequel nous étions grimpés il n'y a pas si longtemps. Et au-dessus? Alors, au-dessus, c'est une inscription extrêmement intéressante, puisqu'elle nous indique l'origine architecturale de ce lieu. Donc, Taharqa, qu'il vive à jamais. Et on continue. Il a fait ce monument Ça m'épate. pour sa mère,
le vautour c'est la mer, hein, Mut de Napata. Hein. Il a fait construire son temple à nouveau. Hein. Il l'a fait rebâtir en pierre élégante, belle, blanche, de grès. Alors que Sa Majesté avait trouvé ce sanctuaire bâti. Alors là, hop, il y a un petit bout qui manque, mais heureusement, on a la fin. Ça continue en face. Le dernier signe, et ça permet de dire qu'il avait été construit donc par ses ancêtres. Par ses ancêtres, en un appareillage humble, modeste. Or donc, Sa Majesté a fait en sorte que l'on construise ce temple afin que lui soit donnée la vie. Alors, je vais te présenter quelques images de modélisation faites par Tim Kendall pour reconstituer un petit peu le temple de Mut tel qu'il existait à l'époque de Taharqa. Alors, c'est parti. Voilà. Hein. Donc ici, on découvre tout d'abord la montagne sacrée et l'ensemble des temples. Hein. Ils apparaissent effectivement tels qu'ils étaient. Ouais, c'est bien. Ça donne une échelle des choses. Tout à fait. Tu vois que le climat est à peu près comme aujourd'hui, hein, ça n'avait pas changé. Et puis ici, droit devant, le cobra. Alors on va s'en approcher de ce temple de Mut. Comme tu vois, il y a une petite colonnade extérieure et un pylône d'entrée qui a totalement disparu. On n'en possède vraiment plus aucune trace. Voici le pylône d'entrée, avec un prêtre, ici. Et nous entrons dans la première colonnade, qui était la première salle cérémonielle, d'ailleurs à ciel ouvert. Deuxième pylône, et voilà, nous arrivons enfin dans la partie du temple où nous sommes, la seule qui était véritablement conservée parce qu'elle était sous la roche. Merveilleux. Tout autour de nous, des représentations de la déesse Mut. On va tourner un petit peu. Et comme tout ça a été réalisé à partir de facsimilés, eh bien, tu vois, en fait, on montre qu'à l'origine, ce sont les dessins des archéologues qui ont servi à cette reconstitution. Alors, nous arrivons enfin dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, le Naos, c'est-à-dire là où se trouvait la statue du culte. Bien, ben maintenant on va pénétrer dans le Naos, là où était gardée la statue de Mut, avec ce défilé divin, ce défilé des dieux. Jolie procession, là. Alors, Alors là, il y a le pendant égyptien du dieu Amon. Tout à fait. Alors il est suivi de sa femme, la déesse Mut, à qui était consacré ce temple. Hein. Derrière lui, leur fils, le dieu Khonsu, un dieu lunaire qui porte le disque de la lune entre des cornes de vache. Et il tient donc l'ensemble des sceptres du pouvoir royal. Très impressionnant. D'autant plus impressionnant que, si on en croit la théorie de Kendall, de futurs rois ont vu le jour ici, quoi, dans cette pièce. Oui. Alors on est ici au cimetière d'El Kourou. C'est là que sont enterrés les rois qui avaient construit Napata. Ici, on est dans la tombe de la reine Kalhata, une des dernières reines d'Égypte et de Nubie. Alors, on va faire un petit chemin ensemble dans l'au-delà. Hein, on va partir du moment de la mort de la reine, et puis du moment où elle va ressortir au jour. Ici, donc, tu la vois, la reine Kalhata. Elle est accompagnée ici par deux génies d'au-delà, qu'on appelle les fils d'Horus. Ici, Hapi à tête de singe, et ici, Douamutef à tête de chacal. Ils l'accueillent à l'entrée de la tombe, ils la prennent par la main, et ils vont l'emmener vers le lieu de la momification. On va rentrer maintenant dans la chambre funéraire. Attention, marche. Claude Rilly et Nicolas se sont déplacés de 3 km juste en face de Napata. Ils pénètrent à l'intérieur de l'un des tombeaux d'El Kourou, où sont enterrés les rois et les reines des deux terres, l'Égypte et la Nubie réunies.
Les peintures sont ici remarquablement conservées, malgré les crues du Nil dont on voit l'empreinte sur les murs. La reine momifiée gît sur un catafalque à tête et pattes de lionne. Tout autour d'elle, la procession des dieux d'Égypte. Sobek, Anubis, Thoth, l'ibis sacré, l'un des dieux de la science. Il y a bien sûr la barque divine du dieu Ra, représentée sous la forme du disque solaire et adorée par les babouins. La reine prend place au milieu de l'embarcation, accompagne l'astre solaire dans le voyage souterrain qu'il accomplit après s'être couché à l'ouest. Ensuite, ce sera la renaissance à la lumière. Alors, je te propose de voir quelques objets qu'on a trouvés justement dans les tombes du Soudan et qui reflètent la pénétration des coutumes égyptiennes. D'accord. Avec tout d'abord un magnifique cartonnage, un plastron de momie exactement, qui vient du nord du Soudan. Alors on peut effectivement déchiffrer ici les hiéroglyphes, je te ferai grâce du début, c'est toutes les offrandes qui sont souhaitées aux défunts. Et ici on voit son nom, on voit un petit personnage qui tient un mur, c'est donc l'architecte. Et le nom de l'architecte, qui est égyptien, apparaît après, il s'appelle Bébi. Ah, le personnage qui tient un mur, ça c'est le verbe construire, c'est tout ce qui a rapport avec la construction. D'accord. Donc il date à peu près de l'époque des Ramsès. Alors tout d'abord, les morts ayant besoin de tout l'équipement nécessaire à la vie dans l'au-delà, une paire de sandales. Sandales? Oui. Alors évidemment, ce n'est pas des sandales prévues pour la vie de tous les jours puisqu'elles sont en bronze. Ce serait un petit peu pénible à porter en perpétuité. Mais elles étaient au pied de la défunte. Voilà, tout à fait. Elles ont été au pied d'une princesse qui porte le joli nom un peu compliqué de Neferu-Kakashta. Voici maintenant, venant également d'une tombe de princesse d'El Kourou, un petit collier de perles de faïence en ce qu'on appelle bleu égyptien. Faites très attention. Magnifique. Voilà, donc ce sont des petites fleurs de lotus. Et c'était donc porté autour du cou, comme on a vu sur le plastron de momie. Les royaumes de Méroé et de Napata, sous un vernis de civilisation égyptienne, sont restés profondément nubiens. C'est aussi le cas de celui de Kerma, antérieur aux deux premiers. Une mission archéologique suisse, dirigée par Charles Bonnet, vient d'y faire des découvertes majeures qui lèvent définitivement le voile sur une partie jusque-là mystérieuse de la vie des pharaons noirs. Charles Bonnet fouille minutieusement le site depuis 30 ans. La tâche est gigantesque et le chantier pharaonique. Au début de l'année, la persévérance de l'équipe suisse est récompensée. En creusant sous une chapelle d'une ancienne ville égyptienne, elle vient tout juste de découvrir les plis d'un pagne de pierre. Une statue apparaît, puis une autre. Alors tu disais? Je disais le bracelet de la petite statue qui est là encore. 24 et 26. La découverte est exceptionnelle, unique dans la vie d'un archéologue. On vient de mettre au jour les représentations en granit de quelques-uns des plus grands pharaons noirs ayant régné sur l'Égypte. Notamment la statue de Taharqa, roi de la 25e dynastie. Les précautions sur le site sont maximales. Avant de déplacer quoi que ce soit, des croquis, des photos, des relevés extrêmement précis sont effectués.
L'emplacement de chaque pierre, de chaque sculpture est dessiné dans l'espace. Les hiéroglyphes visibles sont reproduits. Rien n'est laissé au hasard. Préservées de l'érosion naturelle et des pillards, ces œuvres d'art enterrées depuis 2600 ans sont dans un état remarquable de conservation. Choisi pour son calme et sa maîtrise, un homme descend lentement dans la fosse pour extraire les vestiges les moins volumineux. Têtes, pieds, corps et cartouches couverts de hiéroglyphes sont empilés au fond de l'excavation. Les scientifiques estiment que ces effigies royales ont été brisées volontairement pour des raisons politiques avant d'être enterrées. Mais elles ont été enfouies avec les honneurs car des tissus et des feuilles d'or étaient placés entre les morceaux. Cette oreille, quelle merveille! Charles Bonnet et Dominique Valbel, professeurs d'égyptologie à la Sorbonne, mettent ces destructions sur le compte de Psamétique II, pharaon de la 26e dynastie, qui mena vers 600 avant Jésus-Christ une violente campagne en Nubie pour anéantir l'image très forte de ses prédécesseurs noirs. Jusqu'à présent, les archéologues étaient sceptiques sur le fait qu'il ait pu mener son armée jusqu'à Kerma. Ces découvertes en apportent la preuve irréfutable. Qui colle ensemble. 4. 50 fragments en excellent état vont être exhumés de la cavité, dont 7 statues brisées mais quasiment complètes. Ah, ça c'est beau. Ouais. Elles seront toutes restaurées et étudiées dans leur contexte archéologique. Mais elles permettent surtout de mettre un visage sur des pharaons dont il n'existait aucun portrait jusqu'à ce jour. Fantastique. Après plus de 26 siècles de sommeil, la tête en pierre du dernier pharaon noir, Tanoué Tamani, surgit à la lumière sous les yeux des archéologues et du public soudanais, lointain descendant de ces glorieux rois couchites. À force de persévérance, les scientifiques sont parvenus à reconstituer une des pages manquantes de l'histoire des pharaons noirs qui ont régné sur les deux terres. Sur une felouque, Nicolas glisse vers le nord en suivant le fil du Nil pour remonter encore un peu plus le temps. Direction l'île de Saï, un millefeuille archéologique planté au beau milieu du grand fleuve où les hommes se sont succédés depuis 300 000 ans. Après avoir visité les cités nubiennes de Méroé, Napata et Kerma, Nicolas Hulot vogue sur le Grand Nil en direction du nord et de la première cataracte, là où le fleuve ceinture l'une des plus grandes îles posées en travers de son cours, l'île de Saï. Un livre géologique de 12 km sur 5, dont les premières pages auraient été griffonnées par les hommes il y a 300 000 ans. Au
côtés de Nicolas, sur cette felouque qui n'a rien à envier aux bateaux qui naviguaient sur le Nil il y a 3000 ans, Francis Goes, directeur de la mission archéologique française au Soudan et maître de conférences à l'université de Lille. Ça, c'est le fort ottoman. Oui, tout à fait. C'est lui qui a été l'indicateur initial de l'archéologie de Saï, puisque les voyageurs qui passaient sur la rive est l'apercevaient et se rendaient compte qu'il y avait quelque chose sur l'île, mais ils n'avaient pas compris que ce fort, qui est d'époque ottomane, recouvre en fait les vestiges d'une ville beaucoup plus ancienne, d'une installation pharaonique qui, elle, a 3500 ans d'âge, alors que le fort ottoman a été construit au XVIe siècle de notre ère. Pour vous, c'est un millefeuille magique, l'île de Saï, parce que pour les archéologues, c'est vraiment l'île de la Providence. Parce que c'est un lieu exceptionnel qui confirme la permanence de la présence humaine des temps les plus anciens, puisque vous avez retrouvé, il y a peu de temps, des présences d'industries aussi sommaires soient-elles, du paléolithique, mais du paléolithique inférieur, ce qui veut dire 300 000 ans, ce qui est unique au monde, non ? Ce qu'on a ici, c'est un cas de figure qui est très particulier et très intéressant, puisqu'on a des occupations humaines qui s'étagent dans les sédiments directement et qui couvrent une période qui va de moins 300 000 à moins 70 000 à peu près. Donc ça, c'est vraiment un cas de figure extrêmement rare. Et alors après, l'ensemble de la période égyptienne pharaonique, depuis la période archaïque jusqu'à la période la plus récente, est aussi représentée ici, en passant par la période méroïtique, la période de Kerma, de Napata, etc. Oui, tout à fait. Alors l'île de Saï est entourée de 2 bras du Nil. C'est l'une des îles les plus importantes du fleuve. Oui. Et elle occupait une position stratégique, commerciale et militaire qui explique, entre autres, la permanence et l'importance qu'elle a jouée au fil du temps. Oui, en particulier à l'époque historique. Surtout à partir des environs de 1550 avant Jésus-Christ, quand les Égyptiens ont décidé d'occuper toute la Nubie jusqu'à la 4e cataracte. Alors, une fois qu'ils avaient ce poste avancé, de là, ils pouvaient évidemment orchestrer leurs incursions en territoire nubien. Absolument. Alhamdulillah. Shukran. Saï était l'une des principautés d'un puissant royaume de Nubie méridionale qui s'est développé dans la première moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Sur l'île s'étend une vaste et curieuse nécropole datant de cette période. La reconnaissance aérienne est souvent une aide précieuse pour les archéologues, mais elle nécessite des moyens dont ne disposent pas toujours les scientifiques. Bernard-Noël Chany a mis au point un ingénieux système de prise de vue, efficace et peu onéreux, suspendu à un gros cerf-volant. Le maniement de l'engin est assez délicat. Bernard-Noël Chany, sa femme Anne-Marie et Bruno Chaumont, le médecin de l'équipe d'Oussoya Nature, participent à la manœuvre. Sous la voile de 5 mètres carrés, une petite manche à air stabilisatrice a été accrochée au câble. Depuis le sol, grâce à une radiocommande, il est possible d'orienter la plateforme photographique, de la faire monter ou descendre en fonction de l'image que l'on reçoit sur le moniteur.
La vue aérienne du site est impressionnante. Des centaines de cercles et dépressions constellent la surface. Ils indiquent à coup sûr l'emplacement de sépultures. Les cercles les plus grands sont d'énormes tumulus de 40 mètres de diamètre. Ils signent les tombeaux des princes de Saï, qui devaient probablement protéger la frontière septentrionale du royaume. Le travail des scientifiques ne manque pas, tant le nombre de tombes est considérable. Souvent, ils ne sont hélas pas les premiers à s'intéresser à ces trésors archéologiques. Les pillards de tombeaux sont passés avant eux. Mais obnubilés par l'or et les objets précieux, ils ont délaissé des pièces et des témoignages qui constituent une mine de renseignements pour les scientifiques, cherchant à reconstituer le puzzle incroyablement complexe de l'histoire de ce continent. Des plus grandes tombes couvertes de superstructures de briques crues ne subsistent souvent plus que les fondations. Certaines abritent des sépultures rescapées des pillages en raison de l'effondrement naturel des parois des chambres souterraines. La photo aérienne renseigne immédiatement les scientifiques sur l'état des tombeaux. On peut effectivement voir sur les clichés ceux qui ont été violés et ceux encore indemnes, souvent les plus petits. Alors ce que nous fouillons ici, c'est un petit cimetière Kerma, donc de la même période que cette grande nécropole avec ces grands tumulus que nous avons vus tout à l'heure. Les tombes qu'on a ici sont un peu antérieures. On est dans la période moyenne, qui se développe entre 2000 et 1700 avant Jésus-Christ environ. Et on a ici un cas de figure un peu particulier, des tombes beaucoup plus modestes. Je ne m'attendais pas du tout à ça lorsque nous avons commencé la fouille, qui semblent représenter une petite unité familiale de paysans qui devaient habiter ici sur les bords du Nil et dont les tombes n'ont pas été implantées dans la grande nécropole où, semble-t-il, la plupart des habitants de l'île avaient leur sépulture. Pour des raisons que tu ignores. Pour des raisons qu'on ignore, oui, tout à fait. Donc on a commencé cette fouille et moi je pensais qu'on allait trouver de grandes tombes circulaires, parce qu'au Kerma moyen on a de grandes tombes circulaires avec... On peut marcher là ? Oui, là on peut. Qui sont assez profondes, avec un mobilier relativement abondant. Et bien non, on a des tombes qui ont été d'une part très érodées. Hein, comme vous voyez, les squelettes sont très proches de la surface. Des tombes aussi qui sont assez pauvres, avec une population d'âge varié. On a ici un individu qui devait avoir 10-12 ans, là on en a un qui a 4 ans, on a des adultes, tous associés dans la même petite unité funéraire. Et visiblement même des fœtus. Hein. Et même des fœtus, oui. On va regarder. Alors ici on a donc, Raphaël est en train de travailler sur l'une de ces tombes. À ce stade, vous n'avez aucune idée de savoir si c'est un homme ou une femme ? A priori, on peut juste affirmer qu'il a un caractère féminin à cause de cette échancrure. Et au bassin ? Mais rien ne dit que c'est une femme. Simplement un caractère féminin. D'accord. Et le fait, par exemple, qu'il y ait visiblement des bijoux un collier, là, ici, en pâte émaillée blanche et verte. Un bracelet à la cheville gauche. Ça veut rien dire sur le... Sur le sexe, non, absolument pas. Parce que les hommes étaient autant parés que les femmes. Ah oui, tout à fait. D'accord. Et ici ? C'était un pendentif. C'est un seau. D'accord. Et la position du corps est une position habituelle pour le... C'est la position classique de l'époque Kerma. Les inhumations Kerma sont toujours disposées de cette façon, en position contractée, la tête à l'est, couché sur le côté droit, regardant vers le nord. Non loin de là, comme partout sous la terre de l'île de Saï, s'empile le millefeuille de la longue histoire des rives du Nil. Nicolas et Francis Goes descendent dans une tombe pharaonique
dont les chambres viennent à peine d'être dégagées pour déchiffrer quelques pages de ce très vieux grimoire. Il y a du monde, bonjour. Bonjour. Ça marche? Ça va. Qu'est-ce que vous êtes en train de révéler là? Là, actuellement, il y en a 2 en connexion qui sont complets apparemment. Donc celui-là et celui-là. Et puis il y en a un 3e qui vient se mettre par-dessus l'autre. On voit encore un morceau de la colonne vertébrale ici. Là, à ce stade, vous n'arrivez pas à voir si ce sont des adultes ou des enfants? Si, avec les dents et puis avec les sutures en fait. Donc celui-là, il n'est pas très vieux. Il y a encore la 3e molaire qui est encore dans la mandibule, qu'on voit, sans racine. Et puis avec les disques vertébraux, on se rend compte que c'est un adolescent, à peu près entre 15 et 18 ans à peu près. À cette époque-là, on trouvait des gens très âgés? Ah oui. Ouais. 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 Avec des belles anomalies sur les disques vertébraux, enfin des gens qui peuvent avoir plus de 60 ans, c'est certain. Ouais. C'est incroyable quand on n'est pas archéologue, c'est qu'on se demande comment vous arrivez à y voir quelque chose dans tout ce fatras. Et surtout, quelle est la méthode pour arriver à exhumer les choses aussi délicatement? Parce que je suppose que, donc, à l'origine, le puits est évidemment comblé par le sable, et ses volumes aussi. Oui. Donc, vous procédez comment? Le puits est vidé systématiquement et les ouvriers descendent avec le sédiment. Et puis, quand on arrive à l'ouverture de la cavité, là, on est obligé de procéder de façon horizontale. D'accord. Jusqu'au moment où on ressent la voûte de cette chambre. Et à ce moment-là, il faut dégager en s'efforçant toujours de descendre horizontalement, en ayant toujours le contrôle de la disposition horizontale des choses. Donc là, on est à quelle époque? D'après ce qu'on a sorti de ce secteur jusqu'à présent, on est plutôt à l'époque napatéenne. C'est-à-dire que ça correspond à une phase de réutilisation de cette tombe qui est d'époque pharaonique. Alors là, on change complètement d'époque. Là, on remonte encore dans le temps un peu plus. Oui, là, on est au Nouvel Empire égyptien, à l'époque de la 18e dynastie. Là, on est dans une chambre secondaire qui contient des objets d'époque pharaonique, un masque. Là-bas, au fond? Là-bas, au fond, oui. Une petite statuette qu'on appelle Ushepti. Et puis, un grand scarabée qui se trouve là-bas, un peu plus loin. Qui est un scarabée de cœur. L'Ushepti et le scarabée de cœur sont 2 éléments extrêmement importants du mobilier funéraire des Égyptiens. L'Ushepti a pour rôle d'effectuer les corvées qui pourraient être exigées du défunt dans l'au-delà, essentiellement des travaux agricoles, donc des travaux à caractère alimentaire. Le scarabée de cœur, on va pouvoir le sortir peut-être. Voilà. Et ici, donc, ce scarabée de cœur, qui est placé généralement soit dans la momie, soit au cou du défunt. Il porte souvent une inscription qui est un extrait du livre 30, du chapitre 30 du livre des morts, dans lequel le défunt supplie son cœur de ne pas témoigner contre lui au moment de la pesée du cœur, qui est un des moments essentiels du passage dans l'au-delà. Permettez. Alors ici, il est particulier puisqu'il est en forme de scarabée, mais avec une tête humaine. Le tombeau recèle d'innombrables trésors. La moisson est importante. Vases en albâtre, colliers, flacons en pâte de verre, nombreux Ushepti, ces sarcophages miniatures, sont rassemblés avec soin. Ils seront étudiés ultérieurement.
Dans le désert du nord-est africain, les oasis du Nil forment de grands îlots de verdure, irrigués de tout temps avec intelligence, mais en lutte permanente avec les sables et le limon qui les grignotent. Les voyageurs de l'Antiquité avaient été étonnés par ce pays qui, disait l'historien grec Hérodote au 5e siècle avant notre ère, ne faisait rien comme les autres et conservait à ses morts l'apparence des vivants. La Grèce, il est vrai, à la même époque, incinérait les siens. Dans l'oasis égyptienne de Karga, à l'ouest d'Assouan, au pied de fortifications romaines en ruine, une équipe d'Oussoyer Nature a suivi les travaux très spécifiques effectués sur des momies par l'historienne Françoise Dunant et le médecin radiologue Roger Lichtenberg. Ici, il y a 2000 ans, des paysans cultivaient une terre aujourd'hui asséchée. Les restes d'une puissante forteresse romaine du début de l'ère chrétienne, pour protéger ce territoire des invasions étrangères, témoignent de sa prospérité passée. Dans les nécropoles environnantes de cette oasis, où les scientifiques travaillent depuis 1981, des centaines de corps momifiés ont été exhumés. Les dépouilles, remarquablement préservées, ont permis de réaliser une véritable étude épidémiologique de ces populations d'Égyptiens modestes ayant vécu à l'époque ptolémaïque. Après avoir retiré les pierres et le sable obstruant l'entrée d'une tombe creusée dans la colline d'El Deir, Françoise Dunant pénètre la première dans la cavité. Il y a une petite ouverture, mais enfin, on peut passer des momies avec ça. Sur le sable qui leur sert de lit funéraire, soigneusement alignés côte à côte, gît une dizaine de corps raidis par la momification et la sécheresse du désert. Je vois des visages très expressifs, qui ont l'air d'avoir gardé beaucoup de personnalité. Et puis, oui, je vois beaucoup de tampons dans les narines, donc ça veut dire qu'elles ont été éviscérées. Je ne vois pas trace de dorure sur leur visage. Ça ne doit pas être des momies très riches, mais c'est pas non plus des momies mal faites. Il est affreusement lourd, je vais le faire glisser. La momification était tout un art dans lequel les Égyptiens étaient passés maîtres. Elle a probablement atteint sa perfection vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Le cerveau du défunt était retiré par les narines, qui étaient ensuite bouchés par des tampons d'ouate. Le corps était éviscéré, empli de natron pour assécher la dépouille, puis badigeonné de bitume, avant d'être enveloppé de la tête aux pieds de bandelettes de lin très fin. Le bitume, moumia en arabe, préservait le corps de la décomposition naturelle. L'âme pouvait ainsi réintégrer sa place et accéder à l'immortalité. Toutes les bagues qu'on a trouvées, c'était sur des mains d'enfants. C'était pratiquement jamais des mains d'adultes. Sorties avec précaution, les momies, comme d'autres avant elles, seront radiographiées. Celle que j'ai en ce moment, elle a les mains, en tout cas la main gauche, tout à fait crispée, au lieu d'avoir les doigts. Ah oui. Les doigts étendus comme la plupart des autres, elle a les doigts crispés. Ça veut dire des souffrances en mourant. Tiens, attrape. Attends. Là, c'est bon.
On est à 152. J'ai un petit garçon qui a gardé en partie son bandage de tête. Il a des cils très bien conservés. Et il a comme une espèce de bouton là au coin de la bouche, mais j'ai l'impression que c'est le produit d'embaumement qui est dur, tu sais. Ah oui. C'est beau. 1m60. J'aurais dit plus comme ça, a priori. Enfin, quand même, il a une bonne taille. Pour notre population, c'est assez Non. finalement. C'est un bel homme. Roger, tu as vu ses cheveux? Ils sont dorés par endroits. Elle devait Il y a des mèches dorées. commencer à blanchir et le henné a moins pris sur les cheveux blancs que sur les cheveux encore colorés. Elle est très belle, celle-ci. Oui. C'est quand même extraordinaire de penser qu'au bout de 2000 ans, ils ont encore une telle personnalité. Après leur radiographie, ces momies appartenant peut-être à une même famille seront replacées dans leur tombeau et dormiront à nouveau en paix. On estime actuellement à plus de 720 millions le nombre de corps humains embaumés par les anciens Égyptiens, sans compter les millions d'animaux, essentiellement chats, chiens, taureaux et crocodiles, qui ont subi le même cérémonial complexe de conservation. Nicolas Hulot et l'équipe d'Ushuaïa Nature volent vers l'est, au-dessus du désert, où les Égyptiens allaient chercher l'or et le fer, et par où transiter le bois d'ébène et l'ivoire. Au bord de la mer, apparaît sur une presqu'île parfaitement ronde les ruines d'une étrange cité. Souakine. Trait d'union entre l'eau et le désert, était le centre des échanges commerciaux et humains sur la côte occidentale de la mer Rouge. Important centre de tri d'esclaves, principal port d'embarquement pour les pèlerins qui se rendaient à la Mecque, point de départ de caravanes de chameaux gigantesques vers toute l'Afrique saharienne, la ville était riche et indépendante, peu sensible aux influences religieuses. Mais une cité exsangue, un port trop petit et assiégé par la barrière de corail, la ville est officiellement abandonnée par décret en 1904. Des bâtiments construits avec des blocs de calcaire madréporique, extraits de la baie, il reste quelques vestiges d'architecture typique de la mer Rouge, mêlant les influences arabes et turques. Souakine a laissé sa place de plaque tournante économique à Port-Soudan, situé 65 km plus au nord. De par sa situation géographique et stratégique, la mer Rouge a connu depuis des millénaires un incessant va-et-vient de navires de tout tonnage. Agitée de courants violents, balayée par de redoutables tempêtes, aussi imprévues que soudaines, elle est le cimetière d'innombrables épaves colonisées par les coraux et la faune sous-marine. Un paradis pour les plongeurs. Nicolas et le biologiste marin Laurent Balesta plongent pour aller explorer l'épave d'un grand cargo, l'Umbria, dont le naufrage n'est absolument pas dû aux colères de la mer Rouge. L'épave gît sur le flanc gauche, au milieu des madrépores, entre 5 et 35 mètres de fond. Ce cargo de 150 mètres de long faisait route en 1940 vers les colonies italiennes de l'Afrique orientale. L'entrée de l'Italie dans le second conflit mondial était alors imminente. Les Anglais espéraient s'emparer du navire et de son chargement dès que la déclaration de guerre serait officielle. L'Umbria est arraisonnée au large de Port-Soudan dans l'après-midi du 9 juin 40, jour de l'entrée en guerre de l'Italie face aux Alliés.
Immédiatement, le capitaine italien donne ordre au chef des machines de saborder le bâtiment. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Umbria et sa riche cargaison dorment au fond de la mer Rouge. Nicolas et Laurent explorent les soutes au contenu très éclectique. Des plaques de marbre, des machines à coudre destinées à Calcutta, des centaines de caisses de bombes, de fusées et de munitions sont toujours entassées près de sacs de ciment devenus durs comme le corail. Dans d'autres compartiments du navire, des milliers de flacons d'huile de bergamote, ailleurs des bouteilles de vin et des pneus pour les trains d'atterrissage des avions de l'époque. En pénétrant plus profondément dans les entrailles du cargo, les plongeurs découvrent un cimetière d'automobiles tassées les unes contre les autres. Certaines sont presque encore en bon état. Les deux nageurs sont sortis de l'Umbria et longent les superstructures sur lesquelles le puissant éclairage projette des ombres fantomatiques. Un splendide poisson-ange, dont on dit qu'il est l'un des plus beaux et des plus représentatifs de la mer Rouge, accompagne les deux hommes. Sa taille peut atteindre 50 cm de longueur pour les plus grands spécimens. Attiré par la lumière artificielle, un banc d'athérine se concentre en une boule compacte au sein de laquelle les déplacements de chaque poisson sont parfaitement synchronisés. En polarisant la lumière, les mouvements du groupe provoquent la confusion chez les prédateurs. Après plus de 50 ans au fond de la mer, l'épave de l'Umbria est presque entièrement recouverte d'éponges et de coraux. Dans quelques années, elle le sera totalement. Avant de remonter à la surface, les plongeurs, partis de la proue du bâtiment, se dirigent vers la poupe où est encore en place l'une des deux impressionnantes hélices.
Laurent Balesta et Nicolas ont regagné le pont arrière du Don Questo qui les avait amenés sur le site. Le biologiste marin a réservé une surprise à Nicolas. Là, c'est des petits échantillons de coraux. Les coraux, en fait, je les ai prélevés à plus de 20 mètres. C'est-à-dire là où la lumière qui les atteint n'est plus que violette et où il y a encore quelques longueurs d'onde ultraviolettes qui pénètrent. Et si on les éclaire effectivement avec cette lumière UV, ben voilà ce qui se passe. Ah oui. Les coraux deviennent fluorescents. Vert, jaune, rouge. C'est splendide et d'autant plus étonnant que c'est pas dans le spectre du visible. C'est-à-dire que normalement, c'est pas fait pour être vu à l'œil nu. Voilà, et surtout, on ne le voit pas parce que si tu veux, c'est atténué par tout le reste du spectre qui atteint les coraux aussi. Enfin, une partie du moins. Je peux prendre l'endoscope à ton avis, ouais, ça bien va sûr, marcher. bien sûr. Donc, voilà, ce phénomène qu'on appelle donc la fluorescence des coraux. Alors, au-delà du phénomène, il y a une vraie raison écologique à cette fluorescence. En fait, on sait que les coraux contiennent dans leur tissu des algues microscopiques. Des algues donc, qui ont besoin de lumière pour faire de la photosynthèse. Or, la lumière violette, ultraviolette qui pénètre seulement à grande profondeur est difficilement utilisable par ces algues pour faire la photosynthèse. Ce n'est pas une bonne lumière pour faire de la photosynthèse. Et bien alors, les coraux ont trouvé une solution. Ils mettent à disposition des petites protéines, des pigments, qui vont transformer cette lumière violette, ultraviolette, en une lumière, cette fois-ci, utilisable pour ces algues. Et du coup, ben, ça favorise la croissance des coraux. C'est un phénomène compensatoire. Voilà. La conséquence de ça, c'est que c'est de tout bel effet. Voilà. Donc on utilise la bonne technique pour les observer. Dans des couleurs incroyables. Incroyables. Ça, c'est à ne pas confondre avec ce que l'on appelle la bioluminescence, qui est là une forme de alors là, c'est une production de lumière. Autant la fluorescence, c'est une réémission de lumière, autant la bioluminescence, c'est réellement une production de lumière. Alors on va la voir sur un poisson bien particulier, les poissons lanternes. Il y en a plein à l'intérieur de l'épave, ils se réfugient là-dedans la nuit. Et ça, ils l'utilisent pourquoi alors Alors, ben, tout simplement, ça sert de l'air, hein. En fait, ça va attirer un peu du plancton, etc. C'est une stratégie de prédation, quoi. Autour du bateau, des centaines de petits poissons lanternes guettent leur nourriture dans la nuit, tout leur phare allumé. Les deux poches, situées au-dessous des yeux, sont remplies de bactéries vivant en symbiose avec l'animal, comme le font celles des vers luisants. Elles produisent la lumière qui attire les proies planctoniques vers la gueule du poisson lanterne. Ces poches éclairantes sont recouvertes d'une membrane qui, par rétractation rapide, permet un clignotement allant jusqu'à 50 fois par minute. La mer Rouge, pourtant proche de la Méditerranée, est déjà une mer tropicale. Les espèces que l'on y trouve sont celles que l'on peut côtoyer dans les eaux chaudes de la planète. Au petit matin, Nicolas et Laurent longent le tombant, où la faune diurne a succédé à celle de la nuit, très différente. De nombreuses espèces de poissons hantent la barrière de corail à la recherche de leur nourriture, en prenant garde à ne pas être eux-mêmes victimes d'autres appétits plus gros. Les deux plongeurs débouchent sur un platier envahi par des fouets de mer. Des tranches gorgones flamboyantes qui se sont ramifiées pour former une seule branche atteignant 2 mètres de longueur. Tous sont des clones d'un individu originel. Par étranglement naturel, une partie de la colonie se détache, tombe sur le fond et redémarre un nouveau fouet parfaitement identique au précédent.
De grands prédateurs pélagiques ont repéré les deux hommes. Un, puis deux, puis tout un groupe de requins à queue noire s'approchent en faisant d'abord de grands cercles. Tentative d'attaque ou simple curiosité, un requin s'est jeté sur la bouteille de Laurent. C'est toujours un moment délicat où il faut être sur ses gardes sans jamais céder à la panique. Lorsqu'arrivent des dauphins à long bec, les plongeurs savent qu'ils n'ont plus rien à craindre des requins. Ils peuvent alors regagner tranquillement la surface. L'histoire géologique très récente de la mer Rouge semble être la cause principale du faible nombre d'atolls que l'on y trouve. L'un des seuls, le récif de Sanganeb, près de Port-Soudan, héberge un superbe phare construit par les Anglais en 1830, dont l'éclat marque depuis la limite entre deux mondes opposés, le désert et la mer. La fameuse mer Rouge, cette petite mer coincée entre deux déserts qui n'en finit pas de nous laisser songeurs, si l'on en croit la Bible, elle qui se serait dérobée sous les pieds du prophète. En tout cas, elle, comme le Nil, a conditionné l'histoire des plus prestigieuses civilisations, dont d'ailleurs elle a servi en permanence de trait d'union. Sur ces eaux ont navigué les Phéniciens, les Grecs, les Romains, mais bien entendu aussi les Égyptiens. On laisse loin derrière nous maintenant l'immense Soudan et ces fabuleux vestiges qui nous ont tant fait rêver ce soir, les vestiges de cette civilisation nubienne. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est ce soin méticuleux que nous mettons à exhumer les souvenirs d'un passé très ancien, ici. Et de l'autre côté, cette espèce de négligence partout ailleurs que nous avons vis-à-vis de l'avenir. Peut-être qu'un jour, on aimera enfin le futur à l'égal du passé, ce passé qui devrait un peu comme ce phare nous éclairer et nous guider pour éviter les écueils de notre propre civilisation. Bonsoir.